Vor einem Jahr saßen wir hier und diskutierten über das strategische Netz 2025 und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wo besteht da der Zusammenhang? Strategisches Netz, Netzausbau, Situation Winter 15/16. Und ich freue mich jetzt bei uns als nächsten Referenten genau zu dem Thema Maurice Dierck begrüßen zu dürfen. Maurice ist Maschinenbauingenieur, er hat seine berufliche Karriere in Frankreich begonnen. Sie werden das dann gleich auch hören, der Einfluss dieser ersten beruflichen Schritte. Er war bei DuPont, anschließend wechselte er zu General Electric Plastics. Er war dann mehrere Jahre in der Beratung tätig, hat bei Capgemini, Ernst & Young EVUs beraten, insbesondere bei ihren Schritten in den liberalisierten Energiemarkt. Und seit 2015, genau Februar 2015, ist er als Leiter Grid Infrastructure bei Swissgrid und seit September 2015 ist er zudem Leiter Grid Operations ad interims. Maurice, darf ich dich bitten? Alors, messieurs, dames, Rolf l'a déjà dit, nous avons décidé que pour une société nationale d'une infrastructure d'une grande importance pour le pays, ce serait quand même correct de faire au moins une des présentations en français. Et puis, si vous détectez un tout petit accent belge, c'est parce que je suis hollandais. Voilà, donc mon objectif, c'est de vous parler de la situation hiver 2015-2016 et son impact sur le réseau stratégique. Donc, on passera du temps réel à un laps de temps bien plus bucolique, où le temps réel se mesure plutôt en trimestre, si ce n'est pas en année, et puis où le tout est bien contrôlé par tout type de procédures qu'il faut qu'on respecte. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait quand on planifie un réseau stratégique? On poursuit 3 objectifs prioritaires. Premièrement, la résolution des points de congestion actuellement connus dans le réseau existant. Deuxièmement, l'intégration optimale de l'énergie hydraulique suisse. Et ça, pour populariser un peu le concept, on aimerait bien l'appeler la batterie d'énergie suisse pour que les gens comprennent aussi que ce n'est pas juste une construction de lignes et de centrales sans impact direct, ça joue un rôle important dans la vie de nous tous, la vie privée de nous tous. Et puis finalement, l'augmentation de la sécurité d'approvisionnement suisse, ça c'est un peu cette zone grise entre la responsabilité d'une société de réseau et mettre à disposition ce réseau qui n'est peut-être pas là à 100%, mais qui devrait quand même être là suffisamment souvent pour que le marché puisse fonctionner. Et puis là, ça marche. Donc, la première chose, les congestions actuelles que nous avons, on les gère plutôt au niveau de l'exploitation du réseau à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un peu le discours que Bernd Nordlicher a fait ce matin. On a notre équipe à Laufenburg et notre équipe à Pries qui s'en occupe 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Et vous voyez un peu là où se trouvent les problèmes actuels, essentiellement sur l'axe nord-sud et sur l'axe est-sud, puis avec le point de congestion bien connu à Genève du côté est. Ce qu'on ne voit pas encore sur ce schéma, et c'est une question qui commence à nous interpeller beaucoup depuis la fin de 2015, c'est premièrement, on constate qu'il y a beaucoup de loop flow qui viennent en Suisse essentiellement ici, depuis la mise en service du flow-based market coupling dans l'Union européenne. Ce qui se passe, c'est que les TSO étrangers prennent en compte le réseau suisse comme faisant partie intégrante de leur plaque de cuivre sans trop se faire des soucis sur la sécurité du réseau en Suisse. Et on constate qu'il y a plusieurs centaines de mégawatts qui circulent et qui tôt ou tard vont avoir un impact sur le dimensionnement du réseau et sur le fonctionnement du réseau. La deuxième chose qui est assez récente et où on doit se poser la question qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour la Suisse,
c'est la plainte que la Norvège, le Danemark et la Suède ont déposée au sein de la Commission européenne pour que l'Allemagne soit coupée en 2 zones de prix. En fait, leur plainte dit que l'Allemagne bloque la libre circulation de marchandises à cause du fait qu'il n'y a pas suffisamment de réseaux pour que les producteurs scandinaviens puissent exporter vers le sud. Et puis, bon, on ne sait jamais comment les discours politiques vont se terminer, mais il semblerait qu'il y ait au moins une possibilité que la Commission européenne couperait l'Allemagne en 2 zones. Et puis, pour l'instant, personne ne sait ce qui se passe si que, du coup, le sud de l'Allemagne aurait un niveau de prix, disons, aussi élevé que l'Italie. Peut-être que ça va complètement changer les flux dans le réseau. Donc ça, c'est des sujets qu'on ne voit pas encore actuellement, mais qu'on aura certainement à prendre en compte dans la prochaine itération de la planification de réseau. Ensuite, à partir de cette analyse de congestion, on a identifié un certain nombre de projets d'extension du réseau actuel nécessaires jusqu'à 2025. Et juste pour un petit rappel, je pense pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souvenez peut-être encore, on a fait cette planification en calculant tous les heures de l'année, donc 8736 points de calcul par année, et on a pris 4 scénarios de base, d'un scénario assez conservateur où il n'y a rien qui se passe et puis le nucléaire sera encore en fonction d'ici 10 ans, jusqu'à un scénario où il y a 16 gigawatts de photovoltaïque installés en Suisse et il n'y a plus de centrales nucléaires du tout. Après, on a fait encore 2 scénarios extrêmes pour voir si le modèle du réseau était aussi fonctionnel dans ces situations-là. Et on a fait beaucoup de stress tests. Et ces stress tests, c'est important parce qu'on va venir sur le sujet des transformateurs et de la prévisibilité des problèmes qu'on a vécus pendant l'hiver 2015-2016. Donc, on a non seulement fait des stress tests dans une situation N-1, qu'on fait habituellement, mais aussi fait des analyses de type N-K. Ça veut dire qu'on perd toute une poste, et même une poste critique, en une seule fois, où on perd en cascade plusieurs éléments critiques du réseau pour voir si ce réseau qu'on a calculé respectait bien les contraintes et était stable sur la durée. La conclusion de cette analyse était oui, ces projets de réseau sont bien stables sur la durée et c'est le réseau qu'il nous faut. Je rajoute néanmoins qu'une chose que notre modélisation ne nous permet pas comme ça à faire, c'est intégrer des considérations énergétiques du genre je perds en même temps une centrale nucléaire et j'ai une période de sécheresse parce que les calculs sont faits d'une perspective stabilité et sécurité du réseau et pas forcément d'une perspective sécurité d'approvisionnement. D'où aussi le fait que certains scénarios relativement transitoires, comme un phénomène d'hiver, ne revient pas automatiquement à court terme dans ce réseau stratégique long terme, juste parce que les horizons de temps de planification ne sont pas les mêmes. Alors, sans vouloir passer par la totalité des projets, mais vous voyez, on avait des congestions sur l'axe nord-sud, on voit un certain nombre de projets d'amélioration. On voit ici les projets de construction de réseaux nécessaires dans le canton du Valais, et je reviendrai à ce sujet plus tard. Et puis ici, le projet Pradel à la Punte, et puis encore le raccordement de la production valaisanne pour que ça puisse être exporté ou utilisé ailleurs en Suisse. Donc ce réseau, actuellement, il est ce qu'il est, et la situation de l'hiver, les calculs et analyses qu'on a fait pendant toute la période d'hiver avec notre task force, confirment que sur le moyen et le long terme, c'est le réseau qu'il nous faut. Donc ce qui est arrivé là n'a pas amené des considérations de changement de planification ou des changements fondamentaux dans le réseau. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a une certaine problématique de renforcement de transformateurs
qui étaient tous dans le réseau 2025 déjà, mais on revient à nouveau sur le problème de l'horizon du temps. Si je dis aujourd'hui que j'ai besoin d'un transformateur sur un horizon de temps de 10 ans, ça ne me dit pas encore si je dois commander le transformateur aujourd'hui, dans 3 ans ou dans 5 ans. Et donc, ce qu'on a fait, c'est essentiellement regarder la partie transformation du réseau stratégique 2025 pour se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire côté Swissgrid pour mettre en place suffisamment d'infrastructures pour pallier à des situations de limite de capacité comme on les a observées. Et donc là, on a évidemment vu que dans le réseau, on avait déjà prévu les transformateurs à Mühleberg, Betznau, Schipis et Romanel pour pallier à la sortie du nucléaire qui était prévu dans le réseau stratégique. Il y a aussi un trafo à Murel qui n'est pas explicitement mentionné ici, mais qui fait déjà partie du réseau stratégique 2025. Et puis, les lignes qui sont apparues critiques dans la situation d'hiver, donc Basse-Cour-Mühlberg pour éventuellement pouvoir importer du nord quand il n'y a plus la centrale nucléaire, le raccordement vers le Valais pour pouvoir à la fois exploiter la batterie de production valaisanne et pour avoir un meilleur bouclage 380 kV, tout est dedans. Maintenant, la question se pose, comment on peut faire pour avancer au plus vite avec ces projets pour arriver à cet réseau, je dirais, si je peux citer M. Tami, optimisé économiquement et vis-à-vis de la capacité. Donc, on me dit, ça nous a amené à avoir des discussions assez détaillées sur qu'est-ce qu'on peut faire du côté transformateur. Et puis, il y a 2 transformateurs où on voit rapidement qui pourraient aider à stabiliser le réseau et mettre en place beaucoup plus de paliers à un problème de capacité d'importation qu'on a vu pendant l'hiver, et c'est le transformateur de Betznau et le transformateur de Mühleberg. Alors, pour le transformateur de Betznau, c'était entre parenthèses simple, parce que toute l'infrastructure des lignes est déjà en place, donc là, il n'y a rien à faire. La seule complication était ou est que le poste en tant que lui-même appartient encore à Axpo, il n'appartient pas à Swissgrid. Bon, fort heureusement, les collègues d'Axpo avaient vu l'intérêt de faire avancer le projet du transformateur eux-mêmes, et donc, comme on a déjà annoncé pendant la période hivernale et aussi dans les communiqués de presse en février, nous sommes en train actuellement de réaliser ce transformateur ou ce projet de transformation avec, au jour d'aujourd'hui, une planification qui dit qu'il serait en service début 2017 s'il n'y a pas de problème avec les procédures. Et puis bien sûr, là, il y a une contrainte supplémentaire parce qu'on est quand même à proximité et sur le terrain d'une centrale nucléaire. Donc il y a aussi une thématique de sûreté nucléaire que nous voulons évidemment respecter. Et puis, bon, ça fait une étape dans le processus de plus, mais pour l'instant, ça avance bien. Et puis, on est quand même assez optimiste que ce transformateur sera disponible rapidement. Le deuxième, c'est le transformateur de Mühleberg. Alors là, il y a ce fameux problème de décision entre 2 solutions qui ne sont pas optimales. On pourrait bien sûr installer le transformateur tout de suite, mais le problème, c'est que la ligne n'est pas autorisée pour exploitation en 380 kV. Autrement dit, j'aurais un joli transformateur, mais je ne pourrais rien faire avec. Donc, est-ce qu'on attend d'avoir la certitude que la ligne puisse être exploitée en 380 kV? Est-ce qu'on fait un compromis à moitié du temps? Et ça, c'est une discussion qui est en cours actuellement pour voir comment on peut faire avancer le projet en combinaison avec le projet de ligne et bien sûr aussi en respectant toutes les contraintes liées au projet de fermeture de la centrale nucléaire. Ça mène aussi à un autre problème qu'on voit régulièrement, et c'est pour ça que je vous dis qu'on travaille, entre parenthèses, à une vitesse un peu bucolique, parce que les procédures sont très, très longues, pour ne pas dire qu'ils sont trop longues.
Je dirais même avant la procédure ou après la procédure, c'est avant la procédure, parce que quasiment à chaque moment, il y a une possibilité que le projet soit renvoyé à l'instance précédente et qu'il y a encore un certain laps de temps à reprendre en compte pour finaliser le projet. On aimerait bien voir qu'il y aura au moins un processus ou un délai de procédure stable, peu importe sa durée, parce que du moment où on a de la stabilité, on peut bien planifier, on peut s'occuper des achats, on peut s'occuper de l'intégration des projets au réseau, mais le problème qu'on a actuellement, c'est que c'est très aléatoire. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Chamoson-Chipis qui dure depuis une trentaine d'années. Le thème de Basse-Cour-Mühleberg court aussi déjà depuis un certain nombre d'années. Et pour nous, cette incertitude de planification est assez bloquant pour bien aider le marché à avoir la capacité de transport nécessaire, parce que quelque part, on est obligé de faire de la magie noire pour déterminer quand on lance le projet. Et on ne peut jamais être sûr jusqu'au dernier recours au tribunal fédéral qu'on peut vraiment réaliser les infrastructures. Donc si vous nous dites, mais pourquoi vous n'avez pas commandé plus tôt ou pourquoi vous n'avez pas prévu, je dirais, on a bien prévu l'ensemble des projets et ce n'est pas juste Swissgrid qui les a prévus, parce qu'il y a aussi les ex-propriétaires du réseau qui avaient déjà la totalité de ces projets dans leur portefeuille de projets avant l'ouverture du marché, mais on a juste cette totale incertitude sur à quel moment est-ce qu'on peut réaliser quelque chose et donc à quel moment est-ce qu'il est utile de commander par exemple les transformateurs ou toute autre installation utile pour le projet. Je vais revenir sur ces trois projets dans la deuxième partie de la présentation, mais là où on est le plus bloqué pour l'instant, c'est bien ces trois projets critiques, c'est Chamoson-Chipis, Chipis-Bickingen et Basse-Cour-Mühleberg, les deux premiers pour évacuer la production valaisanne et le dernier pour garantir ou pour rajouter un bouclage de plus pour la sécurité d'approvisionnement et la capacité d'importation vers le nord après l'arrêt de la centrale de Mühleberg. Alors, passons avec ça au sujet de l'intégration optimale de la batterie d'énergie suisse, donc la production hydraulique. La partie de cette batterie qui est pour le moment le moins bien intégrée, et là je pense de nouveau je raconte rien que vous ne connaissez pas déjà, c'est la production valaisanne. On a évidemment Nantes-Drance qui est en production, en réalisation ici. On a toute la question de comment faire s'il y a Nantes-Drance qui produit à pleine capacité, Grand-Dixence qui produit à pleine capacité. Comment on arrive à évacuer cette énergie vers l'est, vers l'ouest, vers l'est et vers le nord. Donc pour ça, on a d'abord besoin de la ligne Chamoson-Chipis qui est actuellement en procédure devant le tribunal administratif fédéral. Nous ne savons pas quand il y aura une décision du tribunal et c'est aussi complètement imprévisible à ce moment de savoir si après cette décision, les oppositions vont être menées jusqu'au tribunal fédéral ou si éventuellement le tribunal administratif va nous dire non, vous recommencez un bout de procédure. Il s'agit de 30 km de ligne. On fait bien un regroupement des infrastructures et ce qui devrait quand même intéresser les parties prenantes, c'est qu'une fois où on a réalisé ce projet, non seulement ça permet l'évacuation de l'énergie des grandes centrales valaisannes, mais ça permet aussi d'éliminer 90 pylônes, ou 90 pylônes pour être correct, et, 90 km de ligne et 322 pylônes. Donc pour la protection du paysage, ce serait quand même un avancement important que ce projet se réalise, mais nous ne savons pas quand on aura une décision et quand on pourrait éventuellement commencer les travaux. S'il n'y a pas cette ligne, il est prévisible qu'il y aura des problèmes d'évacuation de la production de Nantes-Drance dès qu'elle vient en service en 2018. Deuxième chose, Chipis-Bickingen. Alors, la ligne est déjà prête pour 380 kV, mais elle est exploitée actuellement en 220 et avec l'évolution des normes dans le temps, pour la mettre en service à 380, il faut quand même
qu'on passe par un plangenehmigungsverfahren, pour le dire en bon français. Et pareil, si on n'a pas cette ligne-là, on n'arrive pas à faire le bouclage vers le nord en 380 pour l'évacuation de la production de valaisanne et aussi pour appuyer le point ou le node de Mühleberg une fois la centrale est hors service. Donc, elle a aussi, pour pallier à toute cette situation de situation hiver assez critique, pour l'instant, les procédures ont commencé, on a reçu, ou les autorités compétentes ont reçu les oppositions, et puis on attend les premières décisions pour voir quelle sera la suite de la procédure. Finalement, le raccordement Nantes-Drance, là il y a plutôt bonne nouvelle parce que ça avance bien, les oppositions ont été retirées, on a les permis de construire et on fait le maximum possible pour que ce raccordement soit prêt pour la mise en service de la centrale. Donc là, je pense que c'était critique il y a encore 3 mois, mais là, pour une fois, on peut bien avancer. Et puis, dernièrement, pour passer à la question de l'augmentation de la sécurité d'approvisionnement, je repasse sur Basse-Cour-Mühleberg, qui, comme Schipis-Bickingen, a été construite en 380 kV, mais n'est exploitée en 220 et en 132. Et puis, on attend de nouveau la suite de la procédure. À un moment donné, on pensait qu'on pourrait éventuellement avoir le permis de construire vers 2019. Maintenant, on parle de 2025. Et puis, c'est assez bloquant pour nous pour bien planifier le projet de transformation, parce que le transformateur comme tel, comme dit au début de la présentation, il ne sert pas à grand-chose si nous n'avons pas la ligne. Donc, pour faire un résumé ou un fazit pour les perspectives, il faut absolument qu'on arrive à réaliser les projets de ligne et de transformation du réseau 2025. Ce sont les bons projets. Ils prennent compte des scénarios et de la réalité de terrain qu'on a observé pendant l'hiver passé. Et puis, il serait vraiment bienvenu qu'avec la révision de la loi, il y a cette notion d'une procédure avec une durée limite, peu importe quelle durée limite, mais au moins pour qu'on ait une certitude de planification et qu'on puisse avancer avec ces projets pour mettre le réseau à disposition qui sera à la fois économique et avec la bonne capacité pour que le marché puisse fonctionner. Avec ça, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, ça se trouve, je comprends aussi l'allemand. Donc, pour la question, ça ne devrait pas trop poser de problème. Auch der Moderator ist froh, wenn mal eine Einladung kriegt, und ich nehme das als Einladung an, wieder auf Deutsch zu wechseln. Kannst du gerne machen, jawohl. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, ich fühle mich da etwas sicherer. Herzlichen Dank für deine Ausführungen. Lass mich ganz geradeaus fragen, wenn das strategische Netz 2025 schon da gewesen wäre, würden wir jetzt nicht über die Wintersituation 15/16 sprechen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein. Das führt aber natürlich dann zur kritischen Frage, und die kam auch aus dem Publikum, ob man vielleicht nicht Swissgrid vorwerfen müsste, dass sie zu lange gewartet hat mit gewissen Maßnahmen, also insbesondere natürlich bei den Transformatoren. Muss man heute sagen, ja, da hat man eine Fehleinschätzung gemacht und eine Fehlplanung? Würde ich nicht so sagen. Das ist eben dieses Thema der Planungsunsicherheit, wobei wir auf der einen Seite, wir können ja nicht auf Vorrat Hunderte von Transformatoren einkaufen, das ist einfach nicht machbar. Zweitens eben das Problem, dass wir keinen Blick darauf haben, wenn wir genau das Gesamtsystem bauen können. Und es hilft ja nichts, wenn wir Transformatoren hinstellen und wir haben keine Leitungen, oder wir dürfen diese Leitungen nicht betreiben auf der notwendigen Spannung von 380.000 Volt. Ich sage es mal so, Vorhersagen, das ist ja so ein Spruch von irgendjemandem Bekannten, Vorhersagen ist extrem schwierig, besonders dann, wenn es um die Zukunft geht. Wir haben das bis eine gewisse Zeitgranularität im Griff, aber ich würde mal sagen, Stand heute ist diese Zeitgranularität nicht besser als 3 bis 5 Jahre, eben wegen dieser Unsicherheit in Sachen, wann kommen die Bewilligungen und wann kann man wirklich mit welchem Projekt voranmachen. Also nichts falsch gemacht auf Seiten Swissgrid?
Ich glaube nicht, dass man in eine solche Infrastrukturdiskussion von falsch oder richtig sprechen kann, weil das ganze Thema, welche Infrastruktur gewünscht wird, ist ja auch ein großes politisches Thema. Und das ist eine Diskussion, da können wir als Netzbetreiber zwar Input liefern und Fakten liefern, aber da muss dann auch mal aus der Gesellschaft eine klare Aussage kommen, welche Infrastruktur wollen wir eigentlich und zu welchem Preis. Damit sprichst du ja etwas an, was wir schon vor einem Jahr diskutiert haben, was du eben auch wieder erwähnt hast, nämlich, dass es gar nicht so einfach ist, diese Infrastruktur auch hinzustellen. Da kommen Einsprachen, Widerspruch, lange Verfahren. Wo siehst du den Hauptgrund, dass man da nicht vorwärts machen will? Also ich weiß nicht, ob man nicht vorwärts machen will. Ich denke, es ist ja dieser bekannte englische Begriff von not in my backyard. Die Leute haben einfach Sorgen oder Angst für die Technologie. Das ist so. Da muss man einen gewissen Kommunikationsaufwand machen, bis man auch da an die Grenzen stößt. Ja, danach, man stellt fest, wenn man die Freileitung ersetzt bekommt durch ein Kabel, kriegt man neue Einsprüche, weil die Leute, wo das Kabel hinkommt, das Kabel wieder nicht haben wollen. Und irgendwann beißt sich das im Schwanz. Da gibt es dann auch keine Lösung mehr. Das muss politisch herbeigeführt werden. Die gewisse Politiker werfen ja Swissgrid jetzt gerade vor, dass man eben diese Situation jetzt ausnutzt, um die Kommunikation zu machen und die Dringlichkeit zu erhöhen. Hast du eine Veränderung festgestellt in den letzten Monaten, dass eine höhere Bereitschaft da ist, solche Netzprojekte voranzutreiben? Ich denke, es ist eine bessere Wahrnehmung mittlerweile entstanden über die Wichtigkeit dieser Projekte, dass es so ein Stromnetz wirklich braucht und dass es doch irgendwie unangenehm ist, wenn das Licht ausgeht, weil wir keine Infrastruktur haben. Ob das jetzt zu politischen Entwicklungen führt, ist schwierig zu sagen. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, wir sind ja ein neutraler Netzbetreiber. Unser Mandat ist, ein sicheres, stabiles, effizientes Stromnetz zur Verfügung zu stellen. Und das versuchen wir zu machen in den gesetzlichen Rahmen, den uns vorgegeben wird. Irgendwie hört es dann auch auf. Ich kann ja auch nicht irgendwie mal eine Leitung bauen, weil es Swissgrid mal gefällt. Wir machen das nur, weil wirklich ein konkreten Bedarf für die Schweiz da ist, für die Schweizer Wirtschaft und für die Landesversorgung. Und wir machen das im Rahmen, den man uns vorgibt. Da sind wir ansonsten vollkommen neutral. Jetzt du hast gesagt, es geht um Planung, Planungssicherheit oder eben Unsicherheit. Jetzt jemand aus dem Publikum gibt Swissgrid einen kleinen Tipp, vorauszudenken. Und zwar werden wir ja bald mal über die Atomausstiegsinitiative abstimmen und wer weiß, vielleicht wird die angenommen. Das könnte dann bedeuten, dass relativ schnell die Kernkraftwerke vom Netz müssen. Ist das beim Netz 2025 irgendwie berücksichtigt? Ja, das ist so. Das ist einer der 4 Szenarien, die wir mitgenommen haben. Sieht der totale Atomausstieg bis 2025 vor und damit ist auch über diese 8.736 Stunden pro Jahr gerechnet, eben um festzustellen, welche Transformatoren braucht es, welche Leitungen braucht es. Also das Schweizer Stimmvolk ist nicht Planungsunsicherheit, sondern das ist Teil eures Szenarios. Das ist definitiv Teil unseres Szenarios. Aber was wir dann natürlich nicht wissen, ist, wenn heute abgestimmt wird und es kommt eine Entscheidung A, wird die dann morgen umgesetzt oder in 3 Jahren? Und da habe ich dann wieder die Planungsunsicherheit. Und dazu dann natürlich noch die Unsicherheit, dass auch wenn abgestimmt wird, das A oder B zu machen, ist das immer noch nicht bedeutet, dass ich damit automatisch eine Leitungsbewilligung bekomme. Das ist komplett separat. Maurice, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Wir haben dich gleich noch mit auf dem Podium. Ich bin sicher, da wirst du auch noch die eine oder andere Frage zu beantworten haben. Ich darf dich schon mal bitten, Platz zu nehmen.